Bonjour à Est-ce tous. que ça marche? Avant de commencer, j'aimerais m'excuser de ma présence doublement distanciée aujourd'hui. C'est bon. J'espère arriver à temps pour le temps d'échange à la fin de cette demi-journée. Alors, nous poursuivons notre exploration du corps et des relations que nous entretenons avec lui, cette fois par le biais de l'éthique et de la morale dans le champ de la fantaisie. Cela peut sembler paradoxal car ou de penser ce qui serait une construction sociétale à un monde imaginé. De plus, là où la magie remplace la science, les limites qui s'imposent à nous du fait de notre mortalité et de notre condition de vivant semblent disparaître. Les personnages représentés voient alors s'ouvrir devant eux un champ de possibles dont nous ne pourrions rêver, ou peut-être voient-ils justement au contraire la possibilité d'accomplir ce dont nous rêvons, à savoir l'affranchissement de l'état de mortel et des limites imposées par notre corps. Cependant, cet emprunt du corps de l'autre, tout comme la quête effrénée de l'immortalité, est très souvent, pour ne pas dire systématiquement, représenté de manière négative et pensé comme un tabou ou une limite à ne pas dépasser pour le héros, en particulier pour le héros du roman d'apprentissage. À travers les poncifs d'une magie blanche d'un côté et d'une magie noire de l'autre, dont l'antagoniste ou le villain serait le représentant, se dessine un instinct éthique qu'il s'agira ici d'examiner, car la magie, comme la science, serait, en l'absence de conscience, la ruine de l'âme. En enfreignant la règle absolue du respect du corps de l'autre, le méchant finirait par porter sur son corps les marques de cette infraction. Qu'il s'agisse ainsi du corps marqué par le tabou brisé ou du corps malade ou plus faible, violenté par plus puissant que soi, la fantaisie ne saurait se dispenser de penser éthiquement le corps de ces personnages, ne serait-ce que comme un ressort de l'antagonisme entre le héros et sa némésis. Nous emprunterons ainsi, au cours de cette exploration, divers exemples tirés des romans d'apprentissage de fantaisie, en particulier ceux de Robin Hobb à travers les cycles du Royaume des Anciens, mais aussi du cycle de l'héritage de Christopher Paolini et d'Harry Potter de J.K. Rowling. Tous ont en commun de présenter des héros de romans initiatiques doués d'un pouvoir particulièrement développé, mais aux prises avec la question éthique de s'aventurer ou non dans le royaume du mal pour vaincre un homme vu comme monstrueux du fait de son infraction aux règles de la morale qui s'appliquent au corps d'autrui comme à son propre. Il s'agit en effet de mettre en mots l'instant éthique dans le roman d'apprentissage où l'on passe d'une morale qui est personnelle à une éthique qui est commune. La magie est l'expression dominante du surnaturel et même à l'origine de sa constitution en genre. Sur elle et sur la façon de l'envisager et de l'intégrer dans le monde repose l'indistinction avec la science-fiction, avec le fantastique et autres genres voisins par exemple. Cependant, ne serait-ce que pour des raisons de cohérence interne, et bien que la question de l'origine ne soit pas toujours abordée, une forme de rationalisation de cette puissance est toujours esquissée. Dans le genre, l'éventuel partage axiologique entre magie blanche d'un côté et magie noire de l'autre est particulièrement intéressant. Il permet ainsi d'identifier cette magie et de la définir en creux. Elle n'est pas comme si, et on ne peut pas faire ça, par exemple. Aussi, pour mieux la saisir, rien n'est plus efficace que le modèle du roman d'initiation ou d'apprentissage, comme le souligne Anne Besson, dont j'ai mis la citation sur le diaporama. Quoi de plus approprié pour faire découvrir un système magique cohérent en même temps qu'un personnage récurrent que de choisir un enfant ou une toute jeune personne à l'heure où il ou elle découvre son talent ou son don grâce à un ou des maîtres qui lui en font découvrir les finesses et les dangers. Fin de citation. C'est tiré donc de l'ouvrage La fantaisie dans la collection 50 questions. L'apprentissage n'est pas seulement un apprentissage technique, mais également éthique qui permet l'accompagnement de l'âge de l'enfance, un âge pré-rationnel, à un âge adulte caractérisé par un usage justement éthique et rationnel. Au cours de l'apprentissage du héros apparaît ainsi le moment du discernement éthique. C'est un moment clé de la trajectoire personnelle du héros qui doit ainsi se positionner face à un antagoniste, face à un tyran. Et bien que le héros soit souvent marqué par un drame
personnelle qui est directement causée par ce méchant, notre héros doit cependant replacer sa réflexion à un niveau qui est bien plus élevé que sa propre personne. Il doit finalement abandonner la toute-puissance de l'enfant et l'unique préoccupation de lui-même pour assumer sa place d'élu. Celle-ci lui donne une place particulière, un pouvoir particulier dans un monde vaste qui dépasse l'échelle de sa propre personne. Ainsi, dans le 6e tome de Harry Potter, le professeur Dumbledore amène son élève qui a déjà acquis un savoir technique magique considérable à prendre conscience de ce choix éthique qui, d'une obligation prophétique, devient alors un choix librement consenti. Je lis l'extrait. « Tu dois, dit Dumbledore, bien sûr que tu le dois, mais pas à cause de la prophétie. Tu le dois parce que toi-même, tu ne pourras vivre en paix tant que tu n'auras pas essayé. Nous le savons tous les deux. Imagine, s'il te plaît, rien qu'un instant, que tu n'aies jamais entendu la prophétie. Quels seraient tes sentiments à l'égard de Voldemort à présent? Pense-y. » Harry regarda Dumbledore arpenter le bureau et réfléchit. Il songea à sa mère, à son père et à Sirius. Il songea à Cédric Diggory. Il songea à tous les terribles méfaits commis par Voldemort. Une flamme sembla alors jaillir dans sa poitrine et lui dessécher la gorge. Il comprenait enfin ce que Dumbledore avait essayé de lui expliquer. C'était, pensa-t-il, la différence entre être traîné dans l'arène pour livrer un combat à mort et entrer dans cette même arène la tête haute. Certains diraient peut-être qu'entre les deux voies le choix était limité, mais Dumbledore savait, et moi aussi, songea Harry avec un orgueil féroce, et mes parents aussi, qu'on ne pouvait imaginer plus grande différence. Harry est ici amené à ce choix éthique. Il n'est pas simplement élu par une force inconnue et extérieure, mais il doit investir ce rôle. Partant du meurtre de sa mère et de son père, il passe ensuite dans une espèce de mouvement centrifuge à celui de son parrain, puis de Cédric, son camarade de classe qui est mort en 4e année, avant de passer à un pluriel globalisant. Voldemort n'a pas seulement fait le mal contre lui, mais contre l'humanité entière. S'il l'a marqué comme son égal, comme l'élu, lui donnant ainsi le pouvoir de le mettre à bas, Harry ne doit pas le faire pour lui, mais contre le mal que Voldemort représente. Il n'est pas anodin à propos du sujet qui nous intéresse que notre héros soit marqué dans sa chair par ce mal qu'il doit affronter. Et Harry porte au front la cicatrice en forme d'éclair. Cette cicatrice lui a été faite par Lord Voldemort alors qu'il n'avait pas plus d'1 an. Le mal se traduit ainsi sur le corps du personnage, pas le reflet de ce que l'antagoniste a infligé à son propre corps. Tom Jedusor, jadis si beau, s'est enlaidi à la limite de la mutilation puisqu'il n'a plus de nez, il ressemble à un serpent, pour devenir Lord Voldemort. Plus encore, l'infraction faite au corps de l'autre devient source d'une intervention justifiée sur celui qui cause cette blessure. La cicatrice devient la justification éthique, la preuve qu'une limite a été franchie. Pourtant personnelle, celle-ci porte en elle une charge accusatrice qui peut être intégrée dans une vision bien plus globale, une éthique donc qui concernerait la société entière. Puisque je le rappelle, pour créer un Horcrux, on doit tuer quelqu'un, on doit tuer son corps. De plus, un Horcrux représente une mutilation de son propre corps puisqu'on arrache un morceau de son âme et donc le corps n'abrite plus l'entièreté de cette âme. Ce qui caractérise notre méchant, c'est donc l'infraction à un ensemble de règles tacites. Or, ces règles concernent en premier lieu le corps, à la fois le sien et celui des autres, les deux étant bien souvent liés. Le méchant, porté par sa volonté de puissance, son désir infini d'immortalité, autrement dit son hubris, cherche à s'affranchir des limites communément admises d'un respect corporel ou même des règles naturelles. Pour ce faire, le corps de l'autre devient un moyen. Et là est sans doute le seuil franchi vers la magie noire, toujours non dit. Le corps de l'autre doit toujours rester une fin et jamais un outil. On pourrait citer bien des exemples de meurtres, de souffrances ou de viols réalisés par les antagonistes en fantaisie. Mais le risque ne saurait se limiter à celui qui a fait le choix de la magie noire. L'ensemble des personnages sont soumis à cette tentation d'une infraction du Caire. À comprendre ici comme une éthique de la sollicitude, une attention à l'autre née des théories féministes de la fin du XXe siècle.
L'éthique n'est en effet jamais si clairement définie, et l'on ne saurait la réduire à une vision manichéenne. Il serait facile de voir dans l'affrontement de deux personnages antagonistes un choix manichéen. Mais les zones grises et les zones floues qui se déploient en fantaisie, en particulier quant à l'usage de la magie, contribuent à faire l'intérêt de tels romans d'apprentissage. Il ne s'agit plus d'un choix à faire une fois pour toutes. C'est au contraire un long chemin. L'infraction à cette notion de care est ainsi une tentation permanente dont n'est pas exclu le héros. Je prendrai pour exemple un extrait du 2e cycle de l'Assassin royal. Dans Le Prophète blanc, Fitz voit son vieux loup, Œil de nuit, son compagnon de lien depuis une quinzaine d'années, manquer de s'étouffer avec des arêtes de poisson avant que son cœur ne manque de s'arrêter de battre. Œil de nuit est donc au seuil de la mort. Et bien que profondément lié à Fitz, il se retire dans une partie de son esprit qui n'appartient qu'à lui, maintenant son compagnon de toujours, à l'écart de sa douleur et de lui-même. Le moment est venu de se séparer. Fitz doit donc rester en dehors de cela, il doit se retirer du lien qu'il avait investi depuis 15 ans, car son corps d'humain a encore de longues années devant lui. Il n'a pas le droit d'abriter l'esprit du loup dans son propre corps pour le maintenir dans une sorte de demi-vie, comme il n'a pas le droit de forcer le loup à ouvrir son esprit et par là son corps à lui et à le rejoindre dans son corps pour tenter de le soigner par le biais de ses magies, que ce soit l'art ou le vif. Or, c'est précisément ce qu'il va faire à travers cet extrait. Œil de nuit, mon frère, le criai-je, tout en sachant qu'il m'entendait à peine. Je tendis ma volonté vers lui pour lui donner ma force, et ce que je perçus me laissa incrédule. Il m'évitait, il s'écartait de mon esprit, il refusait, autant que son état le lui permettait, le lien que nous partagions depuis si longtemps. Alors qu'il jetait un voile sur ses pensées, je le sentis s'éloigner de moi pour s'enfoncer dans une grisaille que je ne pouvais pénétrer. Je ne pus en supporter davantage. Non, hurlai-je en jetant ma conscience sur ses traces. Comme la barrière grise ne cédait pas devant mon vif, j'employai l'art pour la crever, me servant instinctivement et sans me préoccuper des conséquences de toutes les magies dont je disposais pour rattraper le loup. Et, de fait, je le rattrapais. Je me retrouvai soudain avec lui, mon esprit mêlé au sien d'une façon que je n'avais jamais connue. Son corps était devenu le mien. Mais cette fois-ci, le phénomène était différent. J'avais pris possession de son corps et ma conscience d'humain dominait la sienne. Je m'installais en lui et lui imposais de se calmer, de mettre fin à sa résistance éperdue. Je ne prêtais aucune attention au dégoût que lui inspirait mon attitude et lui expliquais seulement qu'elle lui était nécessaire. Si je n'agissais pas ainsi, il allait mourir. Il cessa de lutter contre moi, mais pas comme s'il se rendait à mes raisons. On eût plutôt dit qu'il abandonnait dédaigneusement ce que je lui avais dérobé. Je décidai de m'en inquiéter plus tard. Son amour-propre était le cadet de mes soucis pour le moment. J'éprouvais une sensation curieuse à me trouver ainsi dans son corps, un peu comme si j'avais endossé les vêtements d'un autre. Fitz rompt ici le lien de confiance qui faisait le cœur de leur relation. Il le dit lui-même, il crève la barrière grise que le loup lui impose et qui constitue la protection qu'Œil de nuit a mise en place. Il impose, il s'installe. Il envahit l'esprit du loup et celui-ci est alors dépossédé à la fois de la pleine jouissance de son esprit, mais aussi de son corps puisqu'il se retire. Sous le signe de la possession, Fitz impose ici sa vision, dédaignant l'amour-propre de ce vivant en face de lui. Il s'agit en fait d'une sorte de viol. Œil de nuit se retire alors en lui-même. Il abandonne ce corps à la manière d'un morceau de viande. Dans l'écriture, cela se traduit par un congé total de son personnage. Nous n'avons que les pensées de Fitz, qui est certes narrateur, mais qui n'est habituellement jamais séparé bien longtemps de son compagnon de lien. On observe également que cela continue au-delà de cet extrait pour se poursuivre sur plusieurs pages. Là où les descriptions d'Œil de nuit se font habituellement sous le signe du sentiment, de l'intériorité, nous en sommes ici complètement privés. La description du loup sera pendant plusieurs pages uniquement externe. Il sera présenté sous les traits d'un loup malade et vieillissant. L'enfreint d'une règle tacite qui s'apparente en éthique médicale au non-consentement des volontés du patient se traduit par une brisure du lien et une réduction du patient à un corps pourrissant, avec à nouveau cette distinction corps-esprit.
car l'être, ici, est réduit à sa seule fonction organique et biologique. Sous prétexte de soigner sa chair, l'esprit est ici congédié. Fitz rompt donc avec ce qui s'apparente à une éthique du care, traduit en français par le terme de soin, mais aussi avec ce que l'on appelle désormais la bioéthique. André Pichot, dans l'histoire de la notion de vie, souligne ainsi que pour donner place au vivant en tant que champ d'intervention technique, et pour permettre aux chercheurs de maîtriser et de contrôler les phénomènes vitaux, on a nié la spécificité de la vie sur la matière inerte. Assimilant cette vie à de la matière inerte, donc, nous avons ouvert la voie du façonnage du vivant. Celui-ci n'étant plus doté d'un statut ontologique particulier. La vie biologique et la vie de l'esprit sont ainsi maintenues séparées selon l'analyse qu'en fait Hans Jonas. Pour reprendre une expression de Vincent Bourguet, le vivant est ainsi ouvert à la sphère de l'échange. Or, dans l'extrait étudié de l'Assassin royal, c'est exactement ce qui se produit. La magie remplaçant ici la science, Œil de Nuit est ouvert à la possibilité d'un échange entre deux êtres, ici son compagnon de lien. Il est un lieu ouvert où l'on entre, et l'espace sacré de son esprit devient un lieu profane et surtout profané. Dans un article consacré à la responsabilité et à l'éthique en médecine, Lazare Benarroyo souligne ainsi les 3 stades qui sous-tendent l'acte médical en reprenant la pensée de Gabe Zattel et de Paul Ricoeur. Nous avons d'abord le stade sympathique élémentaire, qui est la perception d'une détresse, qui est donc un moment langagier de l'attention à l'autre, de l'écoute, du dialogue et surtout de la promesse d'une aide. Puis vient le stade de l'agir scientifique. Le soignant se doit ici de réifier son patient pour pouvoir agir ou sur son corps ou sur sa psyché avec des moyens techniques. C'est un moment langagier fondé sur une rationalité opératoire. Enfin, vient le 3e stade qui est le stade thérapeutique personnalisé. C'est le moment où le médecin recourt à des moyens techniques qui l'adaptent à la singularité éthique du patient. C'est un moment langagier, donc proprement éthique, qui vise ici le rétablissement du pouvoir-être du malade. Et on voit ici, dans l'extrait de l'Assassin royal, que ces stades ne sont absolument pas respectés. Si Fitz perçoit très clairement la souffrance d'Œil de Nuit et lui promet de l'aider, s'il agit bien sur lui en le réifiant et en mobilisant ses capacités, on note d'ailleurs que là où le français dit l'art pour nommer la magie de Fitz, l'anglais dit skill, c'est-à-dire une compétence, une habileté. Mais Fitz, donc, est en revanche incapable de procéder à un acte éthique qui relèverait d'une sagesse pratique, prenant en compte la singularité du loup. Nous ne sommes pas face ici à un moment langagier et donc pas à un rétablissement du pouvoir-être du patient, puisque Œil de Nuit disparaît au contraire au profit de Fitz. Alors, il n'est bien sûr pas question de magie noire, comme jamais dans l'œuvre de Robin Hobb, comme il n'est pas question de porter un jugement sur Fitz, qui assiste quand même ici à l'agonie possible de son compagnon de lien, mais on observe très clairement un instant éthique qui s'observe ici, où les règles justement sont enfreintes, elles sont bafouées. On peut d'ailleurs rappeler qu'il s'agit de la règle centrale du vif, magie qui permet le lien entre deux êtres. On n'emprunte jamais le corps de son compagnon. On le laisse mourir quand le moment est venu, sans l'abriter dans son propre corps, sous peine de partager un corps à deux, ce qui ne serait qu'une demi-vie. On observe ici qu'un des personnages prend le pas sur l'autre. C'est dans cette dimension de non-réciprocité et de congé de l'autre que commencerait le royaume du mal. La magie noire commencerait dans cette zone grise où la détention d'un pouvoir donne prétexte à une affirmation sur autrui d'une forme de supériorité. C'est en effet un refus de la réciprocité. Très souvent, en fantaisie, la magie exige un don de soi. Ainsi, celle-ci laisse bien souvent des traces dans et sur le corps. Fitz porte des séquelles corporelles, comme dans le 3e cycle où il soigne le fou au profit d'une cécité temporaire.
L'art se traduit également par une forme de dépendance qui s'apparente à la drogue, et le risque est grand de s'y perdre, comme les habitants de la cité de Troinou dans Les Aventuriers de la mer. Rien n'est gratuit, la magie se pliant également à la règle énoncée par Antoine Lavoisier, qui énonce que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La magie ne fait pas exception. Prolongement de la puissance humaine, elle prend racine chez le catalyseur de cette puissance, à savoir le mage ou le sorcier, ou, si celui-ci sait la rediriger, dans l'environnement qui l'entoure. C'est notamment le cas dans le cycle d'Eragon de Christopher Paolini, où l'utilisation de la magie dépend autant de l'ampleur du langage que de la force physique de celui qui l'en sort. Il y a toujours un prix à payer, et Eragon le paye souvent au prix d'une immense fatigue, ce qui conditionne le sort d'un combat ou d'une bataille. Le mage noir, en revanche, est celui qui s'exclut de cet échange. Par désir de puissance, il refuse de céder quoi que ce soit de lui-même. Il ne donne rien, et par là, il s'exclut du principe du vivant, puisqu'il refuse également tout lien. Ainsi, Galbatorix, le tyran dans Eragon, tire sa puissance non de sa discipline ou de son propre corps, mais des cœurs de dragons qui sont incapables de se défendre, puisque leur corps a été réduit en poussière depuis longtemps. Royal, le prince félon de l'assassin royal, s'exclut également de cette dépendance et de cette pratique. Il emploie le corps d'un autre, qui eux sont vraiment dotés de la capacité d'artiser, que sont donc souvent Guillot ou Carode par exemple. Le corps est toujours soumis à la loi du vivant, qui appelle entre autres l'acte de nutrition pour survivre. Cela inclut un rapport de dépendance, rapport que le mage noir refuse. Et là commence son chemin de noirceur, car l'autre devient une source de pouvoir, un moyen d'accroître sa propre puissance, mais la réciproque n'est pas vraie. La vie qui veut vivre, pour reprendre la formule d'Albert Schweitzer, qui est à l'origine de la pensée du respect de la vie, exige cette responsabilité réciproque du don contre don. Le mage noir s'en exclut ici et devient l'équivalent de l'homme faible nietzschéen. Refusant la réalité de la vie avec sa douleur et sa finitude, il tente de prendre chez les autres, de mettre à bas le fort en lui dérobant, en lui volant sa puissance, notamment celle de son corps. C'est ainsi donc que pour créer un Horcrux dans l'univers d'Harry Potter, il faut procéder à un meurtre, à l'annihilation d'un autre corps pour que le sien se perpétue. Alors, en conclusion, on peut voir que l'éthique du corps en fantasy se traduirait ainsi par une forme d'acceptation, celle de dire oui, y compris à l'éternel retour du même et de la mort, comme dit Nietzsche. La magie ne fait pas exception à la loi de la nature, elle est au contraire une émanation de celle-ci. Et le cadre du roman d'initiation ou du roman d'apprentissage permet ainsi un chemin du discernement éthique, une compréhension pleine et entière de ce corps qu'il s'agit de saisir. Là où l'antagoniste est concentré sur un souhait de puissance, le héros conquiert lentement mais sûrement ce qui s'avère être un devenir humain. Par la prise en compte de l'autre dans sa dimension corporelle, dans une démarche de care, comme en acceptant la réciprocité d'un lien de vivant à vivant, le héros peut enfin pleinement ouvrir les mains et procéder à ce que Robin Hobb appelle par l'intermédiaire de Bourig la prière du guerrier, à savoir un oui offert pleinement. Je vous remercie de votre attention.